Au Cap africain, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, chers compatriotes, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous tenons simplement à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique, une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, et encore merci pour tous ceux qui ont eu le temps de se connecter pendant ce direct d'aujourd'hui. Nous sommes dans la journée du 24 juin 2018, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Rapidement, avant que nous rentrions dans le vif de notre sujet, après cette vidéo, c'est certainement demain, que je donnerai un recadrage à Georges Goma, à Ludovic Mbani et à Evrad Nago. Je leur dirai ce que je pense. Parce qu'il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs directs qui se sont passés sous l'étoile. Bon, il y a plusieurs informations qui ont été données, notamment par Ludovic Mbani et Georges Goma. Nous avons observé, mais nous pensons qu'il est temps de venir éclaircir le peuple congolais sur un certain nombre de choses. Comme vous le savez, nous avions adopté une attitude, un comportement qui consiste à dire la vérité. Bon. Nous avons préféré, nous avons essayé d'arranger les situations dans les couloirs, au lieu que ce soit sur les médias sociaux, mais nous pensons qu'un certain nombre de compatriotes, non, éventuellement ici, parce que nous ici nous disons des noms de M. Georges Goma, de M. Ludovic Mbani, ils ont donc préféré amener des affaires sur les médias sociaux donc au peuple congolais, et donc nous allons donc revenir, la prochaine vidéo que nous viendrons, nous allons donc porter un véritable recadrage par rapport à ce qui a été dit par M. Ludovic Mbani et M. Georges Goma sur le direct organisé par Ludovic Mbani hier. Et déjà, le premier direct s'est passé. Ludovic Mbani a passé un direct avec le doyen Mbiki de Nanitelamio. Le doyen Mbiki de Nanitelamio a dit plusieurs choses et nous allons donc renforcer sur ce que le doyen Mbiki de Nanitelamio a dit. Parce qu'il faut le dire que le doyen Mbiki de Nanitelamio, c'est un doyen que nous respectons. Ce monsieur est dans la même droiture que nous. C'est-à-dire qu'il est dans ce combat, il est objectif, il sait réellement ce qu'il cherche. Et nous adoptons cette conduite à tenir, cette ligne que ce doyen Mbiki de Nanitelamio s'est lancé dans ce combat. Et il a eu à dire plusieurs choses dans le direct qu'il a eu à faire avec M. Ludovic Mbani. Et nous allons apporter plus de clarté, plus de vérité sur ce que le doyen Mbiki de Nanitelamio a dit. Et aussi, nous allons apporter un recadrage à ce que M. Georges Goma venait de dire hier dans ce direct, avec ce que M. Ludovic Mbani a dit. Et nous allons donc vous présenter les extraits des vidéos que nous allons apporter des recadrages. Encore un recadrage sur... nous apporterons un recadrage à Evrad Nago, ce qu'il a dit sur la radio de la communauté hier, je crois hier, et nous allons vous dire ce que nous sommes en train de penser. Le direct d'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer, comme nous avions promis, nous allons parler de l'Afrique d'une manière générale à travers son organisation qui est d'abord partie de l'UEA, l'Organisation de l'Unité Africaine, et puis qui aujourd'hui qui est devenue l'Union Africaine tout simplement. Bon, donc nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Les pertes des indépendances, comme on veut le dire, nous pouvons citer, il y a eu des grands noms comme des Senghor, comme des Kwame Nkrumah, plusieurs noms dans plusieurs pays d'Afrique, avaient donc pensé, après les indépendances, de pouvoir unifier l'Afrique autour d'un projet, un projet très consistant, qu'ils avaient pensé avoir simplement l'indépendance totale de l'Afrique, pas une Afrique qui dépend toujours de l'Occident. Vous voyez, chers amis. Ils ont donc pensé mettre en place l'Afrique, premièrement, dans la gestion de ses matières premières. Comment l'Afrique pouvait arriver à contrôler ses matières premières? Comment l'Afrique pouvait arriver à organiser le commerce entre les États, la sécurité des personnes et des biens, la coopération intégrale. Et dans leur plan aussi, ils avaient donc pensé de pouvoir, si vous voulez,
généraliser le système éducatif, le système de santé dans tous les pays africains. C'est-à-dire ce qui doit se passer au Sénégal du point de vue santé, du point de vue éducation, puisse être la même chose qui doit se passer au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, ainsi de suite dans tout le pays. Donc une façon un peu, on pouvait dire, standardiser hein, les modèles de vie hein, afin de pouvoir apporter, si vous voulez, le véritable changement à l'Afrique, donner le côté développement de l'Afrique, mais tout en restant unis. Hein, c'était ça hein, l'objectif principal que nos pères d'indépendance, que nous acclamons tous, avaient donc pensé faire. Et rapidement, hein, chers amis, nous allons essayer d'aller regarder comment ils ont structuré. On va donc simplement aller regarder réellement qu'est-ce qui étaient les objectifs hein, de nos pères de l'indépendance en voulant généraliser, si vous voulez, le développement de l'Afrique, hein, écarter l'Afrique du néocolonialisme, écarter l'Afrique de la colonisation réelle, parce qu'il faut le dire que même après les indépendances, l'Afrique est toujours colonisée. Hein. Vous avez toujours des puissances étrangères qui ont une même mise sur le contrôle de la richesse de l'Afrique, le contrôle politique, le contrôle dans le fonctionnement normal de l'Afrique. Et donc, les pères d'indépendance ont donc pensé mettre en place ce qu'ils ont appelé l'organisation de l'unité africaine. Mais dans leur tête, ce n'était pas de pouvoir mettre en place cette organisation pour juste simplement que ce soit comme un petit syndicat, comme le disent. Hein. Ils voulaient en réalité voir l'avancée de l'Afrique dans tout le domaine éducatif, santé, la prospérité de l'Afrique, donner une véritable vie, un véritable avenir aux enfants d'Afrique. Et peu importe de quelle Afrique que vous provenez, que vous soyez l'Afrique anglophone, francophone, ou encore espagnol ou hispanique, on peut le dire, et puis portugais, c'était l'objectif, vouloir unir l'Afrique au travers des véritables institutions de garantie dans la gestion, de garantie de paix, de garantie dans le développement. Et que ça soit un modèle standard dans tous les pays africains. C'était ça l'objectif. Rapidement, nous allons simplement tourner la caméra. On va essayer simplement de lire hein, l'objectif hein, des pères d'indépendance en mettant en place le 25 mai 1963 donc l'organisation de l'unité africaine qu'on appelait l'OUA à l'époque. Donc dans ce direct, nous allons parler de l'OUA, un peu son organigramme, qu'est-ce que les pères d'indépendance voulaient, quels ont été les déboires de l'OUA, vous voyez chers amis, et qu'est-ce qui a fait qu'on puisse changer de l'OUA à l'unité africaine, et dans tout ce changement-là, qu'est-ce que les peuples africains ont réellement bénéficié. C'est un travail de fond de recherche que je venais de faire. J'ai passé quasiment plus de 2 semaines pour aller regarder, pour essayer de vous apporter la plus grande partie des informations qui peuvent vous servir, parce que certains parmi vous certainement connaissent, certains parmi vous n'ont pas le temps d'aller lire, mais j'ai essayé de passer plusieurs temps pour aller prendre l'essentiel des informations, parce qu'il faut le dire que c'est pas tout. S'il s'agissait de donner toutes les informations, on devait rester ici pendant des heures, des heures. Voilà, donc nous allons simplement essayer d'abord d'aller regarder ce que les pères d'indépendance voulaient en mettant en place l'organisation de l'unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba, donc à Éthiopie. Donc rapidement, nous allons simplement tourner et nous allons lire, hein, parce que chers amis, il faut que nous lisions les points essentiels. Hein, les points essentiels. Voilà, comme vous voulez le voir ici, hein, ici, nous, chefs d'État et de gouvernement africains, réunis à Addis Abeba et Éthiopie, convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin. Conscients, vous voyez chers amis, bon je ne vais pas mettre le bâton juste simplement pour ne pas vous embrouiller, conscients du fait que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains, sachant que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples, dans tous les domaines de l'activité humaine. Vous voyez, chers amis, ça c'est très important.
guidée par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos États, afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrée au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences éthiques et nationales. Convaincu qu'afin de mettre cette ferme détermination au service du progrès humain, il importe de créer et de maintenir les conditions de paix et de sécurité. Voilà, donc nous allons simplement essayer de monter. Je suis maintenant à ce niveau. Voilà. Fermement résolu à sauvegarder et à consolider l'indépendance et la souveraineté durement conquise, ainsi que l'intégrité territoriale de nos États, et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses formes, voué au progrès général de l'Afrique, persuadé que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux primes desquelles nous réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos États. Désireux de voir tous les États africains s'unir désormais pour attirer le bien-être de leur peuple. Bon voilà, donc vous le voyez ici, on le dit encore, résoudre à raffermir les liens entre nos États en créant des institutions communes et en les renforçant. Et puis on dit simplement, sommes convaincus de créer l'organisation de l'unité africaine. Oui, chers amis, les pères d'indépendance avaient une forte vision, hein, parce qu'ils avaient déjà vu que si chaque pays pouvait évoluer en solitaire, hein, les choses n'allaient pas avancer. Donc il fallait donc mettre en place un véritable bloc qui devait donc faire avancer l'Afrique vers le véritable sens du développement. Et donc les pères d'indépendance, quand ils ont pensé le faire, ils n'ont jamais pensé avoir les intérêts particuliers d'un seul État ou d'un individu. Hein, ils ont voulu voir l'Afrique comme un bloc qui évolue, que tous les Africains évoluent ensemble, peu importe d'où vous revenez. Mais chers amis, comme vous le savez, cette organisation a fonctionné avec plusieurs déboires, hein, parce que le système néocolonialisme ou le colon n'avait en réalité pas donné l'indépendance. Il voulait donc continuer à contrôler l'Afrique, continuer à manipuler, continuer à piller les ressources, on peut dire des ressources humaines, des ressources naturelles de l'Afrique, continuer à imposer le veto, continuer à imposer la suprématie aux Africains. Donc il fallait donc passer par plusieurs stratèges. Ils se sont simplement vus que en mettant en place cette organisation, dans les intentions des pères fondateurs, ils avaient forcément envie de ramener une véritable indépendance. Donc il faut simplement aller détruire cette grande pensée, cette grande idéologie qui ne consistait pas, parce que dans les pères de l'indépendance, ils ne voyaient pas l'Europe ou l'Occident comme un ennemi. Ils devaient donc voir l'Occident comme des partenaires de développement, de coopération, dans des échanges, des véritables échanges commerciaux, vous voyez, chers amis. Ils n'ont jamais voulu que l'Europe soit un challenger, vous voyez, chers amis. Mais les Européens, les Occidentaux, dans leur projet de développement, ils se sont simplement dit que perdre l'Afrique, ça serait perdre l'indépendance de l'Europe. Ça veut seulement dire que les peuples occidentaux devaient simplement se rebeller contre leurs politiciens, parce qu'ils n'ont pas les matières premières nécessaires. Or, l'unique continent qui peut aller chercher la matière première gratuitement ou au prix de manipulation, c'était l'Afrique, tout en sachant qu'ils devaient continuer à les imposer, c'est-à-dire qu'on impose les chefs d'État des conduites à tenir dans le cas où ils disaient non, on procédait simplement au coup d'État. Et c'est ce qui s'est passé, ou encore en essayant de diviser cette Union africaine, l'Occident a simplement mis ce que nous appelons des cartels au sein même de l'organisation. Donc vous voyez des groupements de chefs d'État qui se sont accoquinés à un certain nombre de responsables politiques des pays occidentaux. Et c'est comme ça que l'Organisation de l'Unité africaine a toujours fonctionné. Nous allons simplement voir les déboires de cette organisation
et puis leur processus de sélection. Comment ils étaient donc, cette organisation était simplement manipulée à reconnaître le pouvoir d'un certain nombre de groupes. Voilà. Donc, chers amis, si nous essayons de voir, nous allons étudier quelques cas que nous pouvons regarder dans plusieurs pays. Nous prenons par exemple le cas du Ghana. Le Ghana, pourquoi? Parce que le Ghana, nous voyons Kwame Nkrumah qui était l'un des pères de la formation de cette organisation de l'unité africaine. Donc nous pouvons simplement voir que dans la manigance, en voyant en Kwame Nkrumah un leader qui devait donc apporter le véritable changement. Mais les Européens ont voulu apporter à Kwame Nkrumah l'identité du panafricanisme dans le mauvais sens. Parce que, chers amis, Kwame Nkrumah voulait simplement que les ressources humaines de l'Afrique, les ressources naturelles de l'Afrique puissent être gérées et traitées par les Africains eux-mêmes. Il ne voulait pas qu'il y ait une main qui contrôle tout, qui dicte des conduites à tenir. Et donc, l'Occident est venu avec une véritable propagande pour donner une étiquette, on peut le dire dans le sens négatif, dans le sens que Kwame Nkrumah voulait tout simplement que tout soit africain, qu'il n'y ait pas l'Occident à l'intérieur. C'est ça en réalité. Donc, si vous essayez de regarder, dans la même procédure, lors de la 6e session de l'Organisation de l'Unité africaine, nous savons que Kwame Nkrumah avait été renversé. Vous voyez, chers amis, il y avait la mise en place d'un groupe de rébellion qu'on appelait National Liberation Council. National Liberation Council. C'est un coup d'État qui s'était passé quasiment en 1969. Mais on peut le dire que ce coup d'État a été fomenté par l'Occident parce qu'il fallait simplement commencer à écarter tous ces pères d'indépendance qui voulaient en réalité ramener l'Afrique vers le sens positif du développement. Donc on essayait de leur inculquer une certaine idéologie dans le sens du panafricanisme négatif. Et donc des leaders comme Kwame Nkrumah étaient devenus donc des victimes de coups d'État manipulés par l'Occident, donc qui avait simplement mis en place des petits groupements. Vous voyez que l'ennemi de l'Africain demeure l'Africain. On utilise les citoyens des mêmes pays pour faire le coup d'État contre l'homme qui veut en réalité le bien des populations. Donc Kwame Nkrumah a été victime, si vous voyez, d'un coup d'État, renversement en 1969, par la junte militaire qu'on appelait National Liberation Council au niveau du Ghana. Mais si vous voyez que l'Organisation de l'Unité africaine avait simplement décidé de reconnaître cette junte militaire comme leader du Ghana, comme le nouveau gouvernement du Ghana. Alors que nous savons que si vous essayez de lire la charte, vous voyez, chers amis, en réalité, nous allons simplement aller... si vous essayez de lire cette charte, l'Organisation de l'Unité africaine se basait essentiellement sur un certain nombre d'effets. C'est-à-dire, on dit, bon, voilà, il y a eu coup d'État dans tel pays, pour l'Organisation de l'Unité africaine, ils s'en foutaient éperdument qui a fait ce coup d'État. On voyait simplement, est-ce que cette organisation qui a fait le coup d'État contrôle tout le pays? Vous voyez, chers amis. Et une fois qu'ils avaient l'assurance que l'organisation contrôlait le pays, et donc tout de suite, on ne voyait plus le sens en réalité qui était rentré dans la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, éventuellement, l'Occident qui était derrière le coup d'État arrivait donc à influencer l'Organisation de l'Unité africaine pour pouvoir reconnaître ces groupes qui ont donc commis ce coup d'État. Donc le cas de Kwame Nkrumah, pour les groupes d'intérêt occidentaux, plus des fractions au niveau de l'Afrique, ils étaient ils voulaient simplement écarter Kwame Nkrumah, déjà parmi les leaderships du Nouveau Afrique. Et donc, le coup d'État est arrivé. Tout de suite, lors de la 6e session, l'Organisation de l'Unité africaine avait simplement reconnu ce groupe de rébellion qui avait donc renversé le président Kwame Nkrumah. Voilà, donc
on va essayer simplement, je vais simplement aller essayer de lire les principes en réalité de l'Organisation de l'Unité africaine. Quels ont été donc les principes de cette organisation? Nous allons simplement tourner la caméra et nous allons simplement le lire, hein, parce que le principe, vous pouvez aller chercher la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, vous allez donc le lire sur l'article numéro 3. Bon, nous allons simplement lire. Les États membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article numéro 2, affirment solennellement les principes suivants. Égalité souveraine de tous les États membres, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Chers amis, retenez bien, hein, c'est sur l'alinéa numéro 2 ici, non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, de son droit inaliénable à une existence indépendante, règlement pacifique des différends. Vous voyez, chers amis, retenez ça aussi, règlement pacifique des différends par voie de négociation, de médiation, vous voyez, de conciliation ou d'arbitrage, condamnation, sans réserve de l'assassinat, ainsi que des activités subversives exercées par des États voisins ou de tout autre État. Dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des territoires africains non encore indépendants, affirmation d'une politique de non-alignement à l'égard de tous les autres, tous les Blancs. Si vous voyez, chers amis, d'une manière générale, dans l'organigramme hein, de l'Organisation de l'Unité africaine, vous avez l'organe suprême qui était simplement la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vous voyez donc des présidents, des chefs de gouvernement, parce qu'il y a dans certains pays à cette époque, il n'y avait que les premiers ministres qui géraient. Donc c'est l'organe suprême, c'est eux qui dictent tout, qui décident tout. Vous voyez, chers amis. Mais maintenant, si vous essayez de regarder le secrétariat général, il y avait aussi cet organisme. Donc, quand vous essayez la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ça se réunissait, on peut le dire, une fois par année, au moins une fois par année. Au moins qu'un État membre demande une réunion d'urgence, et là, maintenant, les pays membres vont se mettre à voter. Donc, si on arrive à obtenir les 2/3 de majorité, en ce moment-là, il y aura donc une session extraordinaire. Et vous avez donc le Conseil des ministres, qui était simplement géré par les ministres des Affaires étrangères ou des représentants, si vous voulez, nommés par le Conseil des chefs d'État. Et donc, le Conseil des ministres se réunissait aussi une fois, au moins qu'il y ait une demande d'urgence. Et donc, ça se réunissait deux fois dans l'année, pardon, 2 fois par l'année, le Conseil des ministres. Et en ce moment-là, s'il y avait un problème, on pouvait aller dans une session extraordinaire. Et vous avez donc eu le secrétariat général qui avait simplement le rôle du secrétaire, on peut le dire. Et puis vous avez les commissions qui existaient. Il y avait par exemple des commissions de médiation, commissions de sécurité, commissions d'arbitrage, commissions de conciliation. Vous voyez, chers amis. Donc vous le voyez ici, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, que dans cet organigramme, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement était l'organe suprême qui décidait tout. Donc, les chefs d'État étaient en contact avec les groupes d'intérêt occidentaux, qui avaient donc pour responsabilité de pouvoir continuer à maîtriser l'Afrique à travers ce Conseil des chefs d'État. Donc, si déjà il y a des cartels qui se sont formés et qu'on ne voulait pas avoir une tête d'un chef d'État, et tout de suite ça se décidait, l'Occident, les grands meneurs décidaient, et le cartel se décidait, et simplement, vous voyez que les coups d'État se faisaient. Voilà pourquoi vous avez vu, Kwame Nkrumah simplement a été victime d'un coup d'État en 1969, et donc tout de suite, lors de la 6e session de l'Organisation de l'Unité africaine, on a reconnu le National Liberation Council, qui était donc la junte militaire, qui a donc pris les commandes au Ghana. Maintenant, vous voyez que l'organisation africaine a refusé simplement d'intervenir. Hein. Il a donc bondi l'article, donc nous avons parlé de l'alinéa 2, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Hein, c'est cette raison qu'ils avaient évoquée pour dire, ça sont les problèmes du Ghana, ça c'est leur business, nous ça ne nous concerne pas, on n'a pas à mettre notre œil là-dedans. Mais chers amis, retenez cette section parce que nous allons revenir dans plusieurs exemples. Donc le Ghana était simplement
Kwame Nkrumah a été simplement mis de côté. On a simplement reconnu le National Liberal Council of Ghana comme le nouveau gouvernement de ce pays-là. Vous voyez, chers amis, ça faisait partie des déboires hein, de la reconnaissance hein, de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais, chers amis, en faisant de recherches, je me suis simplement rendu compte que la reconnaissance, les mauvaises reconnaissances de l'Organisation de l'Unité africaine avaient commencé déjà même avant les années, avant même la création de l'organisation. Nous pouvons par exemple citer le cas de l'assassinat hein, du président Olympio du Togo, vous voyez chers amis, par le groupe rebelle, vous voyez chers amis. Quand le président Olympio avait été assassiné, mais on peut dire que ce groupe rebelle, ça a été géré par Eyadema, vous voyez chers amis. Et tout de suite, on a reconnu, hein, on a reconnu Eyadema comme étant, ce groupe rebelle comme étant les leaders du Togo, donc sans pourtant condamner l'assassinat du président Olympio, qui faisait partie aussi quand même des calibres hein, de ces pères d'indépendance. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut dire, chers amis, que l'Afrique a fonctionné avec cette organisation, mais en réalité, c'est l'Occident qui manipulait tous les coups d'État parce qu'il voulait mettre de côté les têtes qu'il croyait que des têtes nuisibles. Prenons le cas de Ouganda. Nous savons tous que, par exemple, en Ouganda, Idi Amin avait déposé le président Milton Obote en 1971, vous voyez, chers amis. Et là encore, chers amis, l'organisation de l'unité africaine s'est simplement référée à l'article 3, l'alinéa 2, non-ingérence dans les affaires d'État, parce que si nous essayons de regarder, le président Milton Obote était aussi un père panafricaniste, hein, qui voulait simplement aussi que la gestion des matières premières africaines puisse être gérée par l'Afrique, une véritable coopération. En réalité, il voulait de l'Afrique comme étant une véritable force de développement afin de promouvoir, si vous voyez, l'éducation, la santé, la culture, vous voyez, le développement du continent africain. Mais, encore, vous voyez que Idi Amin avait été simplement supporté par un certain nombre de cartels, des chefs d'État africains, en membre de l'Organisation de l'Unité africaine, et tout de suite, quand le président Milton Obote avait été assassiné en 1971, on a simplement reconnu la junte militaire, donc on a reconnu Imi Dada comme étant le nouveau leader de l'Ouganda. Vous voyez, chers amis, donc vous voyez que c'est très triste de voir, de rappeler ça au monde entier. Prenons le Libéria. Là, nous sommes quasiment en 1980. Le coup d'État de Samuel Doe, qui assassine donc le président William Tolbert, vous voyez, chers amis. Et là encore, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, l'Union africaine n'a pas condamné. Ils ont encore bondi que non-ingérence des affaires intérieures des autres États. Mais ils ont oublié les préambules qu'ils ont déjà cités, parce qu'ils voulaient que l'Afrique, qu'il y ait les mêmes conditions de paix partout, vous voyez, chers amis, parce que nous venons de lire, en réalité, c'est que ces pères d'indépendance voulaient exactement, mais vous voyez que tout de suite, on a simplement oublié, parce que l'Occident, les groupes d'intérêt étaient tout simplement au contrôle de l'Afrique, donc il fallait simplement éliminer les têtes qui ne fonctionnaient pas. Donc Samuel Doe au Libéria en 1980 arrive à déposer le président William Tolbert. Nous sommes encore là dans les années 80. Tout de suite, Samuel Doe a été reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine, et ça a été encore triste parce qu'il y a eu des exactions, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et tout ça, ça n'a jamais été condamné. Mais même les Nations Unies n'avaient jamais condamné le coup d'État de Samuel Doe. Vous voyez, chers amis, donc vous voyez que c'est une machine qui était contrôlée, on peut le dire, au sommet, hein, par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, qui recevait simplement des ordres venant des grandes coopérations de l'Occident, qui voulaient continuer à maintenir l'Afrique dans le néocolonialisme, dans la colonisation, parce que on vous dit qu'il y avait l'indépendance, mais en réalité, il n'y avait pas l'indépendance. Si vous essayez de regarder, tout à l'heure, je vais vous montrer les statistiques des coups d'État qui se passaient dans cette zone d'Afrique, non condamnables ni par les Nations Unies, ni par l'Organisation de l'Unité africaine.
pour l'Organisation de l'Unité africaine, c'était, bon, il y a eu coup d'État, est-ce qu'ils contrôlent le pays, ils ont le contrôle du pays, voilà, nous on s'engage à les reconnaître, à les soutenir. Et donc cette politique, ça a été un échec total pour le cas du Libéria. Un autre exemple, on va prendre le Tchad en 1982, le coup d'État de Hissène Habré, vous voyez, chers amis, nous le savons, hein, mais là encore, hein, chers amis, ce qui est curieux, c'est que le Tchad a eu une guerre civile hein, pendant cette période, vous voyez, chers amis, entre Hissène Habré et le président Ngoukouni Wedei. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, Ngoukouni Wedei, hein, nous étions encore au pays, on entendait bien dans les radios, hein, le président Ngoukouni Wedei a fait ceci, a fait cela, vous voyez, chers amis, mais Hissène Habré est venu avec un coup d'État, vous voyez, chers amis, ça c'était en 1982, et les deux groupes seront donc au niveau des Nations Unies et au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine lors du sommet qui s'était tenu en Libye, vous voyez, chers amis. Donc, Ngoukouni Wedei a envoyé sa délégation, Hissène Habré a envoyé sa délégation, et le Conseil des chefs d'État a simplement reconnu Hissène Habré comme étant le régime légitime du Tchad, vous voyez, chers amis. Mais la Libye avait dit non, parce que la Libye avait vu dans cette création de groupe de rebelles qui, c'était un mouvement, c'était devenu un mouvement à la une, hein, qui déstabilisait, si vous voyez, la stabilité politique, la stabilité économique, la liberté des citoyens hein, dans tous ces pays africains. Mais la Libye avait dit non, parce que la Libye a dit que si nous acceptons le groupe de Hissène Habré comme étant le gouvernement légitime du Tchad, vous voyez que nous allons simplement encourager tous les autres rebelles à continuer à défaire des régimes qui se sont installés, qui essaient d'apporter, vous voyez, des bonnes conditions. Parce que nous savons que dans toutes ces périodes, dans les années 60, on avait eu des bonnes conditions. Par exemple, prenons le cas du Congo-Brazzaville. Regardez comment l'hôpital fonctionnait. Au Congo, on avait le CHU qui fonctionnait correctement. Les gens partent se soigner gratuitement, hein, chers amis. Les services sociaux fonctionnaient. Nous, on se souvient, hein, pour des familles nombreuses, vous voyez que les agents des services sociaux passaient de maison en maison. Le recensement, on vous apportait des sacs de riz, des sacs de... les poissons salés, l'huile, on apportait gratuitement. Vous voyez comment la société était bien organisée pendant cette période-là. Et donc, défaire, par exemple, le régime qui faisait bien fonctionner leurs États, c'était carrément déstabiliser la situation sociale pour les populations. Parce que nous savons qu'à cette époque, les mamans étaient simplement considérées comme des ménagères. Les mamans ne travaillaient pas. Il n'y a que les papas qui partaient travailler à cette époque. Vous voyez, chers amis. Mais les mamans, quand même qu'elles ne travaillaient pas, elles bénéficiaient de l'assistance sociale, hein, payée par l'État. Le Congo, on peut plus en témoigner. Au Congo-Brazzaville, on avait le service de la voirie qui fonctionnait, qui passait, même dans les petites villes. Hein. Nous nous souvenons... même la ville de Jacob à l'époque, hein, au temps de Souci-Marie, hein, vous voyez, chers amis, il y avait la voirie qui passait. À Dolisie, à l'époque, il y avait la voirie qui passait. Ramasser des ordures ménagères, on balayait les routes, il y avait des machines qui passaient, qui balayaient, qui nettoyaient. Donc, l'Afrique vivait comme l'Occident, mais c'était des chefs d'État noirs, hein, à la tête de ces États. Les chefs de gouvernement, c'était des Noirs africains qui dirigeaient ce pays, qui arrivaient à apporter le minimum à leurs citoyens à l'équivalent de ceux qui vivaient en Europe, vous voyez, à ceux qui vivent en Occident. C'est ça la réalité. On se souvient encore, chers amis démocrates africains, les écoles ont donné des fournitures hein, scolaires gratuitement. Nous avons reçu hein, des livres qu'on nous apportait, des cahiers qu'on nous apportait, vous voyez, chers amis. Et le niveau éducatif était soutenu. Hein. Il y avait des écoles, une salle de classe, le nombre des élèves était limité. On ne pouvait pas faire bonder les salles comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, où il n'y a même pas des tables bandes. Donc vous voyez que l'éducation, la santé, les services sociaux, c'était à la charge du gouvernement, mais qui faisait de son effort pour maintenir les populations dans de bonnes conditions. Donc vous voyez que la Libye disait simplement non, parce que encourager le groupe rebelle de Hissène Habré, c'était simplement encourager les autres fractions militaires de prendre les armes pour défaire les régimes qui s'installaient, qui donnaient le minimum à leur population. Nous nous souvenons, le Congo-Brazzaville, on a eu de l'eau potable 24 heures sur 24.
On a eu de l'électricité 24 heures sur 24. Il y a eu l'abondance de la nourriture. Il y a eu des compagnies au Congo qui produisaient, qui vendaient, non pas seulement au Congo, mais même à l'extérieur. Vous voyez, chers amis. Donc, mais tout ça, on ne voit pas parce que des groupes rebelles encouragés par l'Occident, il faut le dire que l'Occident, si nous essayons de voir ici, ce sont l'Occident des intérêts, qui ont donc détruit, dès le début de l'Afrique, il fallait mettre les bâtons dans le roue pour ne pas faire fonctionner la machine économique qui est l'Afrique, parce qu'il faut le dire que l'Afrique demeure une véritable machine économique si nous mettons en réalité des vraies têtes au contrôle et à la gestion de ce pays. Vous voyez, chers amis. Donc, malgré que la Libye dit non, comme nous avons dit, le Conseil de chefs d'État et de gouvernement a simplement dit que la Libye était minoritaire, et donc nous allons simplement reconnaître le régime de Hissène Habré. Donc Hissène Habré tout de suite a été reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine comme étant les leaders du Tchad. Voilà. Prenons encore un autre cas. Nous nous souvenons. Souvenez-vous, chers amis, l'Organisation de l'Unité africaine avait deux principes. Ils disent, on ne rentre pas dans les affaires intérieures de l'État, des autres pays. Et puis, les régimes qui font des coups d'État contrôlent-ils tout le pays? Et si oui, nous les supportons. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionnait. Mais, chers amis, le cas de Libéria, si nous essayons de voir de Libéria en 1990, quand nous avons vu les forces, je veux le dire parce que c'est en anglais, National Patriotic Front of Liberia. National Patriotic Front of Liberia. Mais on peut le dire, c'est encore un autre groupe qui se décide donc de renverser Samuel Doe. Vous voyez, Samuel Doe lui-même qui avait fait un coup d'État, et là, lui-même a été simplement renversé. Et ça, s'était passé donc dans les années, notamment en juin 1990, vous voyez, chers amis. Mais là, l'Organisation de l'Unité africaine n'est plus en contrôle de tout. Parce que vous voyez que les Comores, vous voyez, donc on peut dire que l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers leur unité militaire qu'on appelait les Comores, la force militaire qu'on appelait les Comores, se décide donc d'intervenir au Libéria. Vous voyez, chers amis, donc vous voyez que en ce moment-là, l'Organisation de l'Unité africaine a simplement failli parce que cette organisation n'a plus respecté l'article 3, donc le préambule 2, on va encore simplement le tourner, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, parce que nous sommes là pour ça. Vous voyez ce préambule 2, parmi les principes, l'article 3, et donc on dit non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Vous voyez, chers amis, c'est cela. L'Organisation de l'Unité africaine a simplement failli. Ils ont refusé d'aller intervenir dans tout ce pays que nous venons de citer au Tchad. Ils ont refusé de reconnaître Kwame Nkrumah comme le président légitime malgré qu'il y a eu le coup d'État. Ils ont accepté l'assassinat du président Olympio. Ils ont accepté la déstabilisation du Ghana. Ils ont accepté la déstabilisation du Tchad, de tous les autres pays. Et là, pour le Libéria, ils se sont simplement décidés de ne plus respecter leurs principes. Les failles ont commencé. Donc, l'organisation, nous avons dit, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers leurs forces militaires de l'Écomore, se décide simplement d'aller intervenir au Libéria. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mis en place un gouvernement intérimaire au Libéria, sous la protection des Comores. Et ce gouvernement intérimaire ne contrôlait que Monrovia, donc la capitale du Libéria. Ne contrôlait pas le reste du pays. Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, l'Organisation de l'Unité africaine, quand il y avait des groupes de rebelles, ils essayaient de regarder, est-ce que ce groupe rebelle ou les juntes militaires au pouvoir ont le contrôle de tout le pays? Oui, nous les reconnaissons. Comprenez ça, chers amis. Mais là, nous faisons, premièrement, l'Organisation de l'Unité africaine est sortie du respect de ses principes pour ne pas respecter la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, dans le cas du Libéria, en envoyant les forces militaires de l'Écomore, vous voyez, chers amis, et le gouvernement d'intérimaire qu'ils ont mis, qu'ils ont appelé Interim Government of National Unity, je vais le répéter, c'est en anglais, Interim Government of National Unity, ne contrôlait que Monrovia, ne contrôlait pas le reste du pays. Parce que le reste du pays
était sous le contrôle de National Patriotic Front of Liberia. Oui, chers amis, donc les forces rebelles. Mais, encore, l'Organisation de l'Unité africaine a refusé de reconnaître le National Patriotic Front of Liberia, donc les forces rebelles. Ils ont préféré accepter le gouvernement intérimaire qui était sous le contrôle de l'ECOMOG, qui ne gérait que Monrovia, donc la capitale du Libéria. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est encore là les forces occidentales, parce qu'il faut le dire que ce groupe était des groupes d'intérêt bien reconnus par l'Occident, par les grandes puissances, par leur façon de coopération, il faut le dire comme ça. Ils sont faibles dans la négociation. On peut donner le diamant du Libéria gratuitement, facilement. Et donc, il faut reconnaître ce petit groupe-là qui ne gère que la capitale Monrovia, alors que le Libéria, c'est un très grand pays et qui était géré par les autres rebelles. Donc, vous voyez, chers amis, les déboires de Libéria, de l'Organisation de l'Unité africaine avaient commencé par là. Et puis, nous savons que ce gouvernement intérimaire n'avait aucun contrôle, parce que même la police de Monrovia, l'armée au niveau de Monrovia était contrôlée par la force ECOMOG, donc la force de l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons que ces soldats de cette force, la plus grande partie, ce sont en réalité les Nigérians qui sont là-dedans. Voilà, donc vous voyez, chers amis, donc on peut le dire, et là encore, l'Organisation de l'Unité africaine a reconnu le gouvernement intérimaire à la place des forces rebelles qui étaient bien organisées, hein, il faut le dire, parce que leur objectif c'était de descendre Samuel Doe, de réorganiser le pays, mais l'Organisation de l'Unité africaine ne les a pas reconnus, on a reconnu le gouvernement intérimaire. Un autre exemple, chers amis, le Sierra Leone, hein, la Sierra Leone, je crois, la Sierra Leone, nous le savons, le président démocratiquement élu, et ça nous sommes déjà en 1997, hein, mais 1997, ça vous rappelle quoi? Le coup d'État de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc déjà, en Sierra Leone, il y avait un président démocratiquement élu, et qui est Tidjane Kaba. Tidjane Kaba, ceux qui se souviennent de ces histoires, ils doivent se souvenir de ce nom. Il avait été simplement renversé par l'armée. Et Tidjane Kaba n'avait que quasiment, on peut dire, au moins d'une année, hein, en fonction, président démocratiquement élu. On le répète. Tidjane Kaba, démocratiquement élu en Sierra Leone, mais il est défait du pouvoir par l'armée, les forces militaires de Libéria, après certainement une année de pouvoir. Vous voyez, chers amis. Et donc, ces forces armées, je vais vous donner le nom par ce coup d'État, tout est en anglais, Armed Force Revolutionary Council. Je vais le répéter, Armed Force Revolutionary Council. Vous voyez, chers amis. Donc, mais, chers amis, ce qui est curieux, c'est que tout de suite, hein, ces forces armées encore ont été reconnues par l'Organisation de l'Unité africaine. Non, je crois que non, l'organisation, ok. Bon, voilà, non. Bon, chers amis, bon, là encore, il faut que je revienne. Hein. Prenons l'exemple, hein, l'exemple de la Sierra Leone. Vous allez essayer de remarquer qu'il y a les failles dans le système de l'Organisation de l'Unité africaine, vous allez donc encore le remarquer là. Donc, dans le cas de la Sierra Leone, et puis aussi dans le cas de Libéria, vous allez encore remarquer une deuxième faille, hein, dans la gestion de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, en 1997, Tidjane Kaba est renversé par les forces militaires armées. Tidjane Kaba, démocratiquement élu par les Sierra Léonais, vous voyez, chers amis. Mais ce qui se passe cette fois-ci, c'est que l'Organisation de l'Unité africaine refuse de reconnaître les forces militaires armées qui venaient de défaire le pouvoir de Tidjane Kaba. Pourquoi? Ça, c'est une question que tout le monde va certainement se poser. Le principe de l'Organisation de l'Unité africaine, on le répète, c'était, bon, vous avez fait le coup d'État, oui, vous avez le contrôle, oui, bon, nous respectons nos principes, qui est la non-ingérence dans les affaires d'intérieur des autres États, comme vous aviez le contrôle de la ville, le contrôle du pays, et donc nous, on vous reconnaît, tout simplement parce que
l'organisation n'a pas envie de perdre un membre qui verse les cotisations. Donc ça aussi, il faut le voir, le côté financier. Donc, il faut l'accepter. Vous voyez, chers amis. Mais dans tout le pays que nous avons cité, ils ont simplement accepté que les coups d'État se fassent et tout de suite on reconnaît les groupes rebelles qui faisaient des coups d'État. Mais le changement a déjà commencé à se faire avec le contrôle de l'Occident par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui est l'organe suprême de l'Organisation de l'Unité africaine sur le Libéria, quand on refuse de reconnaître les groupes rebelles qui ont défait Samuel Doe du pouvoir, mais les Comores qui donc, si vous voulez simplement, violent le principe de fonctionnement de l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'article numéro 3, alinéa 2, non-ingérence dans les affaires d'État, les Comores dont la force, les forces armées des États économiques de l'Afrique de l'Ouest décident d'aller intervenir au Libéria, ils mettent en place un petit gouvernement, un petit groupe, hein, un gouvernement intérimaire qui ne gère que la ville de Montréal, qui ne gère pas tout le pays, mais l'Organisation de l'Unité africaine refuse de reconnaître les groupes rebelles qui gèrent la grande majorité du pays, excepté Monrovia, mais on reconnaît le gouvernement intérimaire. Mais là, nous sommes en Sierra Leone, un groupe bien organisé se décide de faire un coup d'État, et nous sommes en 1997, il défait donc un président démocratiquement élu qui était Diane Kaba, et là, les groupes rebelles, les groupes forces, les groupes armés ont simplement n'ont pas été reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Mais ce qui est curieux, chers amis, la même année, Sassou Nguesso fait un coup d'État au Congo-Brazzaville qui défait un président démocratiquement élu, Pascal Lissouba, en 1997. L'Organisation de l'Unité africaine arrive à accepter Sassou Nguesso et donc, comme président arrive à accepter Sassou comme président du Congo. Vous voyez, chers amis, ce qui est curieux, parce que vous voyez qu'en Sierra Leone, on a refusé d'accepter les groupes rebelles qui ont défait un président légitimement élu au niveau de ce pays, mais on accepte le cas de Sassou Nguesso. Donc vous voyez que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine était simplement manipulé par l'Occident, et nous savons aussi que le cas de Sassou a été appuyé par la France, donc la main de la France était au contrôle. Nous savons que l'Organisation de l'Unité africaine vit de plusieurs dons, donc plusieurs dons reviennent de l'Occident, et donc la France a utilisé tous ces réseaux pour pouvoir reconnaître Sassou comme président du Congo. Donc l'homme qui était, si vous pouvez dire, le militaire derrière le coup d'État, qui a brisé le jeune, on peut dire la jeune démocratie du Congo, le rêve de tout le peuple congolais. C'était la plus grande organisation que le pays n'a jamais eu, le plus grand dialogue que le Congo n'avait jamais eu. Ils ont donc mis en place un véritable système démocratique et on a élu un président, le président Lissouba. Ça souvient un coup d'État, pas un coup d'État chirurgical, hein, mais un coup d'État qui a entraîné la mort des milliers de Congolais. Donc ça a commis des crimes de guerre, des crimes de sang. Parce qu'il faut le dire que dans ce contexte de 97 au Congo, ce n'est pas une guerre civile comme on veut vouloir nous les miroiter à tout moment. Il faut dire que Lissouba étant légitimement élu président démocratique du Congo, il fait face à un groupe rebelle mené par le soldat Sassou. Donc vous voyez que Sassou joue le rôle de rebelle, le rôle de criminel, d'assassin, qui veut vouloir enlever un président élu par les Congolais à plus de 60%. Vous voyez, chers amis. Et là, l'Organisation de l'Unité africaine refuse de reconnaître Lissouba comme président, mais reconnaît le rebelle Sassou qui vient prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais le cas de la Sierra Leone, Tidiane Kaba, démocratiquement élu comme Pascal Lissouba, l'Organisation de l'Unité africaine continue d'accepter Kaba, malgré qu'il a été défait par des groupes d'armées, des fractions de rébellion, mais refuse de reconnaître Lissouba comme étant toujours président légitime du Congo. Donc vous voyez que l'Organisation de l'Unité africaine a été simplement manipulée. En plus, pour le cas du Congo, l'Organisation de l'Unité africaine aussi n'a pas condamné l'Angola, qui est venu intervenir dans les affaires intérieures des autres États. Nous savons que Sassou a eu cette victoire grâce à l'Angola sous l'instruction de Jacques Chirac, président de la France. Nous tenons à le citer et à le préciser. Sous l'instruction de Jacques Chirac, président de la France, qui demande à l'Angola de venir intervenir au Congo
pour donner le pouvoir à Sassou Nguesso militairement avec un coup, hein, le sang du peuple congolais qui a coulé. Donc des crimes de guerre, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État n'a pas été respecté. Donc l'union l'organisation de l'unité africaine a failli à simplement, et voilà pourquoi nous le disons, ça mérite une véritable plainte, hein, si nous faisons affaire à une véritable justice, et même cette Cour pénale internationale de justice, nous pensons que vous pouvez aller regarder ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, un président légitimement élu, défait par un rebelle, un criminel qui est Sassou, et l'Angola qui, membre de l'organisation de l'unité africaine, viole donc les principes de l'unité africaine en envoyant son armée, hein, et ses bataillons militaires qui viennent donc défaire le président légitimement élu par le peuple congolais. Donc vous voyez, chers amis, donc les failles de l'organisation de l'unité africaine avaient bien commencé par là. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, cela nous emmène donc vers un autre principe qui est, en voyant tous ces déboires, on peut le dire comme ça, hein, de l'organisation de l'unité africaine, en 2002, Thabo Mbeki, par ses relations, avait donc pensé que là nous faisons face à une coquille qui est quasiment brisée, hein. L'organisation de l'unité africaine qui est prise par plusieurs scandales de coups d'État, et on accepte cela qui viole les droits des peuples, les libertés, on brise des régimes, et donc qu'est-ce que nous allons faire pour essayer d'avoir une certaine réputation? Bon, il faut donc venir avec une autre organisation qui va essayer de voir un certain nombre de principes afin de pouvoir essayer d'apporter une réputation à l'Afrique. Et donc, c'est là où est né, écoutez, il faut que nous partons d'un changement, on essaie d'enterrer l'organisation laissée par les pères de nos indépendances pour venir avec une organisation qu'on appelle simplement l'Union africaine. Et donc cela s'est passé en juillet 2002. Mais, chers amis, nous voyons que la formation de l'organisation de l'unité africaine est simplement la même coquille, hein, qui était simplement peint en noir, hein, mais qu'on est venu cette fois-ci ajouter du blanc, hein, la couleur blanche, sur la couleur noire qui était là. Mais en réalité, cette coquille demeure la même, elle est toujours vide à l'intérieur. Parce que si vous essayez de voir, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, je ne sais pas si on va essayer de voir ça. Voilà. Si vous essayez de voir les principes, hein, les préambules de la formation ou encore la charte de l'organisation de l'unité africaine, c'est du copier-coller, hein, de ce qui existait avant de l'Union africaine, de l'organisation de l'unité africaine. C'est du copier-coller, hein, chers amis, mais on a simplement apporté quelques amendements. Quelques amendements. Quels sont ces amendements que nous avons remarqués? Si vous essayez de regarder les préambules, vous pouvez aller les lire, vous pouvez aller les chercher sur le net. Simplement, on va essayer de... Nous sommes ici dans la charte, hein, on va essayer de donner. Et donc, nous sommes la charte, nous sommes la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, des élections et de la gouvernance, hein, chers amis. Si vous allez les lire, vous allez voir que ces chefs d'État se sont engagés, hein, avec un certain nombre de choses. On va simplement y lire quelques. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'avais vu qui était plus intéressant, que j'aimerais simplement vous le lire. On va simplement le regarder. Ça sent les communautés, réaffirmation de la volonté, le droit à la paix, la sécurité, le développement de nos... Bon ça c'est essayons de lire ça. Hein.
Réaffirmons notre volonté collective d'œuvrer sans relâche pour l'approfondissement et la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la paix, de la sécurité et du développement de nos pays. Ça encore, vous le voyez que ce ne sont pas tous les États qui respectent cet engagement. Maintenant, si vous essayez de regarder, convaincu de la nécessité de renforcer la mission d'observation des élections, dont le rôle qu'elle joue, particulièrement en ce qu'elle concourt de manière notable à assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections. Ça encore, c'est un engagement qui n'est jamais respecté, vous voyez, chers amis. Maintenant, quand vous essayez de lire les articles, vous voyez, chers amis, vous allez vous rendre compte que on parle des limites de mandat, le respect des constitutions, mais tout ça, chers amis, quand vous essayez de regarder dans les principes, on va lire les principes, parce que ça, c'est très important. Les États partis s'engagent à mettre en œuvre la présente charte conformément aux principes énoncés ci-après. Le respect des droits de l'homme et des principes de démocratie, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État parti et aux principes de l'État de droit, promouvoir la promotion d'un système de gouvernance représentatif, la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, la séparation des pouvoirs, la promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans des institutions publiques et privées, vous voyez, chers amis, la participation effective des citoyens au processus démocratique et de développement et de la gestion des affaires publiques, la transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques, la condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liés, vous voyez, chers amis, le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement, vous voyez, chers amis, on va encore le lire, le renforcement du pluralisme politique, notamment pour la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d'opposition, qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale. Vous voyez, chers amis, donc vous pouvez encore continuer à lire, vous allez vous rendre compte que seulement quand nous essayons de regarder les principes, déjà, tout ça, rien n'a été respecté. Si vous essayez de regarder la culture de la démocratie et de la paix, tout ça, rien n'est respecté dans tous les États, quasiment les États membres de l'Afrique centrale et surtout les États membres de l'Afrique centrale. Vous voyez, chers amis, donc quand vous allez essayer de regarder les élections démocratiques, vous voyez, chers amis, on peut par exemple dire créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux chargés de la gestion des élections. Mes chers amis, comme vous le voyez, que c'est une coquille vide qui était peinte en noir quand on est venu mettre de la peinture blanche, mais en réalité elle demeure vide. Donc vous voyez que l'organisation qu'ils ont mis en place, l'Union africaine, en réalité, c'est du copier-coller de l'organisation de l'unité africaine qu'on a mis, on a ajouté quelques articles pour essayer de l'embellir, mais qui ne fonctionne pas. Prenons par exemple la Cour panafricaine qui a son siège à Pretoria et à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui est une organisation de l'unité africaine, donc une cour de l'unité africaine, mais cette cour ne sert que de conseil aux chefs d'État et de gouvernement. Comprenez ça, chers amis. Ne sert que de conseil. Donc cette cour n'est pas, on peut dire, n'a pas la légitimité, et n'a pas le pouvoir de condamner les crimes de guerre, des crimes économiques, parce que vous venez de lire dans les principes que les respects, la condamnation de ces crimes, mais rien n'est mis en pratique au niveau de l'organisation de l'Union africaine. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que peuple du monde entier, démocrate africain, peuple du monde entier,
on peut le dire que, comme le disaient pas mal des gens, en ce qui concerne cette organisation, qu'est-ce que nous pouvons conclure de cette organisation? Ben, comme le disait un écrivain, je crois, il doit être un Ivoirien, Georges Haïté, dans son article qu'il avait publié Africa in Chaos, Africa in Chaos, en 1998, on peut dire que l'organisation, que ce soit l'organisation de l'unité africaine ou l'Union africaine, en réalité, c'est un club de despotes. Hein, c'est ce qu'il a dit dans son article, un club de despotes qui sont là pour se protéger les intérêts de tout un chacun. Vous voyez, chers amis. Et on peut dire que, ça c'est encore ce qu'il dit, hein, il dit que c'est un lieu où les rats autocrates viennent pour trinquer des verres de champagne, tout en célébrant leur longévité au pouvoir. Ça c'est Georges Haïté. Donc je vais l'appeler Georges, il n'y a pas S à la fin. Georges, il n'y a pas S. Haïté, c'est A-Y-I-T-T-E-Y. Allez-y taper. Son article s'est dit Africa in Chaos. Ça a été publié en 1998. Il dit que cette organisation, ce n'est qu'un club de despotes, un lieu où les rats autocrates viennent pour trinquer des verres de champagne tout en célébrant leur longévité au pouvoir. Et on le dit encore, le sommet, que ce soit le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine ou encore le sommet de l'Union africaine, c'est simplement, on peut le dire, c'est comme il le dit, hein, il dit que le sommet de l'Union africaine sont organisés afin d'extorquer les aides hein, en provenance de la communauté internationale. Donc, vous voyez, chers amis, donc, démocrates africains, peuple du monde entier, nous, en tant que peuple averti, on doit être éveillé. Si vous essayez de regarder le nombre de limites de mandat, cette même charte protège l'Afrique contre des manipulations constitutionnelles. Ils le disent là, c'est protégé par la charte, mais ce n'est pas respecté en pratique. Aucun pays, surtout encore les pays de l'Afrique centrale, prenons le Gabon, vous avez un homme qui fraude les élections, qui triche, qui tue les peuples, et n'est pas condamné. Personne ne condamne ça. L'organisation, l'Union africaine est incapable de pouvoir sanctionner. Et même s'il y a des sanctions, c'est des sanctions juste, oui, des petites sanctions. Mais on est incapable d'envoyer la force militaire, comme on peut, la force des Comores pour venir intervenir. Parce que, pourquoi? Parce que le chef rat qui est au Gabon est au service du colon, donc de la France, parce qu'il garantit les matières premières à la France, il garantit le pétrole gabonais à la France, donc peu importe des crimes de guerre qu'il peut commettre au Gabon, il sera toujours protégé, et la France va toujours utiliser ce fameux droit de veto qu'ils ont, hein, au niveau des Nations Unies, pour veto tout ça. Voilà pourquoi nous ne sommes plus hein, dans le fonctionnement des Nations Unies, en voulant donner le droit de veto qu'à 5 pays. Non, chers amis, en nous disant non, hein, parce que si vous êtes en train de voir qu'il me semble que Trump va même tout défaire, hein, parce que nous sommes en train de partir vers une 3e guerre mondiale. Déjà après, nous nous souvenons de la crise économique de 1929 et ce qui s'est ensuivi après cette crise. Et là, nous sommes en train de partir vers des guerres commerciales et nous en sommes convaincus qu'après la guerre commerciale, nous allons arriver à des véritables conflits armés et donc nous nous dirigeons vers une 3e guerre mondiale. Vous voyez, chers amis. Et donc, on ne peut pas accepter qu'une organisation comme l'organisation de l'Union africaine a mis en place des règles, des principes, mais ces principes ne sont pas respectés. Personne ne les respecte. Personne. Vous voyez? Vous avez en Afrique centrale, je prends le cas du Gabon, je prends le cas du Congo-Brazzaville, vous avez un despote qui vient au pouvoir par la guerre, qui brise les institutions de ce pays, qui se cantonne au pays, qui vole tout l'argent de ce pays, et personne n'est condamné. Un despote qui se charge de prendre les armes de guerre pour aller s'attaquer tout un département, il écrase tout un département, il détruit tout un département, il commet des crimes de sang et des crimes de guerre, personne ne dit rien. Oui, chers amis. Alors, et ce même despote
vient créer ce qu'on appelle en anglais imbalance, economical imbalance. Donc, c'est-à-dire, on peut dire un déséquilibre économique dans la sous-région, en mettant simplement la CEMAC dans une difficulté économique parce qu'un seul homme a simplement décidé de détruire l'économie de la sous-région et personne ne dit rien. Et l'Union africaine est incapable de sanctionner. Pourquoi? Parce que les décisions de l'Union africaine sont toujours contrôlées au niveau de, si nous voyons, le Conseil des chefs d'État et des gouvernements, et qui sont simplement, on peut le dire, des marionnettes de l'Occident, contrôlées et dictées par l'Occident. Donc même cette cour de Pretoria est incapable de condamner les crimes de guerre, les crimes de sang, les crimes économiques, alors que leur charte est en train de protéger l'Afrique contre les crimes économiques, les crimes de guerre, le pillage et ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc voilà, comme nous sommes en train de dire, la seule chose qui peut sauver l'Afrique, c'est la prise de conscience et l'engagement de sa jeunesse. Là, nous sommes convaincus que les jeunes africains ont pris conscience, mais il ne s'agit pas de prendre la conscience et en restant dans sa maison que les choses vont changer. Il faut le dire que, on peut le dire que cette même l'Union africaine a aussi failli, parce que l'Union africaine dit dans sa charte qu'ils ne vont jamais reconnaître des régimes qui font des coups d'État. Mais, chers amis, tout dernièrement au Zimbabwe, il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État qui s'est fait. Oui, chers amis. Mugabe a été défait par l'armée. Mais, ce que nous sommes en train de vouloir dire ici, ce que nous allons simplement vous ramener à l'article, on peut dire le document publié par un Africain, qui dit simplement il y a des bons et des mauvais coups d'État. Et donc, l'Union africaine, la communauté internationale, les Nations unies acceptent les bons coups d'État. Les mauvais coups d'État, ils ne les acceptent pas. Mais quels sont les mauvais coups d'État? Les mauvais coups d'État, ce sont des gens qui se décident d'aller faire un coup d'État sans pourtant que l'Occident ne soit impliqué ou sans pourtant que l'Occident ne puisse avoir sa part du gâteau, donc la gestion des matières premières. Des hommes qui se décident de défaire le système que l'Occident veut que le système que l'Occident veut que ça demeure. Comme un peu le cas de Sassou, que la France veut que Sassou continue de demeurer président du Congo malgré les crimes de sang et les crimes économiques, et que si nous faisons un coup d'État, ça serait un mauvais coup d'État. Mais vous êtes en train de vous tromper. Et donc les bons coups d'État, ce sont les coups d'État que l'Occident supporte. Par exemple, celui qui s'est passé au Zimbabwe, c'est le bon coup d'État parce que l'Occident ne voulait plus voir Mugabe. Le coup d'État que Nyang'Angola voulait faire avec, on peut dire, avec Dabila, c'était un mauvais coup d'État parce que la France veut toujours son joker demeure là. Alors, chers amis, comme il s'agit de coups d'État des intérêts, et donc, il faut simplement chercher des partenaires de l'Occident qui vont vous supporter pour faire un coup d'État, pour que ça puisse être considéré comme un bon coup d'État. Voilà, donc rapidement on va essayer de voir. Bon coup d'État, mauvais coup d'État, je ne m'en souviens plus où est-ce que j'avais. Voilà, je vais essayer de regarder ça, parce que j'avais trouvé ça très, très intéressant en lisant ce document. Je me suis dit, mais tiens, mais ça c'est très intéressant, ça nous donne l'intelligence. Et puis, chers amis, démocrates africains du monde entier, on me dit, l'intelligence, parfois, on l'acquiert en lisant ce que les autres écrivent, ce que les autres disent. C'est là aussi qu'on va chercher la bonne information. Voilà pourquoi nous encourageons le peuple congolais à beaucoup lire, à aller faire les recherches, de comprendre comment l'Occident est arrivé là, de comprendre comment l'Occident est arrivé à se construire et à se baliser de ses lois, qui fait qu'aujourd'hui l'Occident tient debout, que l'Occident continue de prendre l'Afrique comme un terrain de jeu où elle peut aller, l'Occident peut aller continuer à aller prendre ses matières premières. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment créer des véritables coopérations avec des pays. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire, chers amis, je ne sais plus est-ce que c'est celui-là, où on nous parle de mauvais coup d'État, bon coup d'État. Je suis simplement en train de lire parce que ça m'avait fait rigoler. Voilà, et je l'ai retrouvé. Donc, je vais simplement tourner l'écran. Je vais simplement enlever ça. Voilà. Donc, comme vous le voyez, chers amis, good coup, un bad coup. Donc, si vous voyez, ça a été rédigé par Francis Ngedi Ikome. Et si vous le voyez,
the limit of the African Union injunction on unconstitutional change of power in Africa. Donc on peut simplement dire que les limites, hein, parce que si vous voyez que le titre, hein, si vous voulez aller chercher ça, Institute for Global Dialogue, donc c'est là où je suis allé le chercher. C'est un document quasiment de 61 pages, de 61 pages. Donc allez-y lire, c'est très intéressant. Vous allez découvrir pas mal de choses. Ça a été publié en février 2007. Et encore, on vous le dit, l'auteur, c'est Francis Ngedi Ikome. Francis Ngedi Ikome, allez-y lire. C'est très intéressant. Il parle de bons coups d'État et de bas coups d'État. Et donc, nous nous sommes inspirés de ça, de bons coups d'État et bas coups d'État. Et voilà pourquoi, moi j'aimerais rapidement ici donner une réponse avant que, parce qu'il faut le dire que je donnerai un décryptage au grand complet pour répondre à M. Georges Goma, à M. Ludovic Mbani et à M. Evrard Nango. Nous mettons en place les sections de vidéos que nous allons commenter. Et nous, ici, nous ne jouons pas au jeu, aux petits mots, à cette manipulation. Nous ne jouons pas là. Vous voyez, ça sont des grands chercheurs, des hommes intelligents qui nous parlent des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Et comme on vous le dit, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, les bons coups d'État, certainement, ce sont des coups d'État appuyés par l'Occident. Donc cherchez les véritables partenaires qui vont vous appuyer pour faire les bons coups d'État. Quels sont les bons coups d'État? Vous faites face à un despote qui a pillé l'économie de son pays, un despote qui pratique des crimes de guerre, des crimes de sang, des crimes contre l'humanité. Et donc, ce despote devient, on peut le dire, hein, une patte de papier hein, à l'égard de ses partenaires économiques, à l'égard de l'Occident. Le cas de Sassou, Sassou, c'est ce type de ce despote-là, celui qui tue, qui brise l'économie, qui détruit les populations, et qui vole tout, et qui manipule tout le monde, et qui se dit roi de ce pays, donc roi d'Afrique, donc c'est-à-dire que même les Blancs vont s'agenouiller auprès de lui. Donc l'homme devient le Dieu le Tout-Puissant sur cette terre. Et voilà pourquoi vous voyez, la majorité de ces Congolais vont simplement s'agenouiller devant lui. Regardez Satima Biala et Guy Parfait Kolela, le cinéma qu'ils venaient de faire hier au palais de congrès au Congo. Et vous voyez les mêmes jeunes Congolais moutons qui continuent à suivre ces deux individus. Mes chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, vous êtes... Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes Congolais? Une salle bondée de jeunes Congolais, fanatiques, ethniques, qui sont derrière Guy Parfait Kolela et Pascal Satima Biala, ceux-là qui ont trahi le peuple congolais, ceux-là qui travaillent avec Sassou. Donc, Satima Biala, qui a eu le poste de chef de... Donc, un poste de gouvernement, parce qu'il est géré par Moulou, il est sous le contrôle de Moulou, de Zéphirin Moulou, le ministre de Sassou des Affaires étrangères, ministre de Sassou de l'Intérieur. Oui, des Affaires intérieures, on peut le dire comme ça. Il est payé, logé, nourri, avec tous les privilèges qui viennent avec cette nomination de Denis Sassou Nguesso. Guy Parfait Kolela est son second. On ne vous le dit pas son salaire, mais il a les mêmes privilèges, comme même qu'il n'a pas reçu cette fonction. Et vous, les jeunes Congolais, on vous le voit, inconscient de votre propre avenir, parce que vous allez continuer à rester dans ce statu quo de souffrance et de difficulté, vous êtes en train de les acclamer. Mais leur plan, vous le savez, ils veulent extorquer l'argent pour le Fonds monétaire international. Ils parlent déjà d'une élection en 2020 ou 2021, et le fils est déjà candidat. Les mêmes gens, les Judas du peuple congolais, vont aussi être des candidats, mais en fin de compte, ils feront semblant pour élire le fils, et ils vont continuer à demeurer dans ces positions, on peut dire, d'opulence, d'argent, de manipulation. Et vous, les jeunes Congolais, vous allez continuer à demeurer dans le statu quo. Alors, démocrates africains, peuple du monde entier, le mauvais despote qu'on peut faire un coup d'État, c'est celui-là qui tue, qui détruit, qui utilise tout l'argent de son pays dans la corruption. Et donc, trouver des relations. Mais seulement pour le cas de Sassou, il a la protection de la France parce qu'il a bradé tous les intérêts, tout l'argent du Congo, il a garanti à la France et que la France lui garantit le pouvoir. Et qu'est-ce que nous allons faire pour le défaire? Ce n'est pas avec un dialogue, comme le dit Evrard Nango, là. Evrard Nango qui est prêt à aller travailler avec Denis Christel si on le proposait, parce qu'il dit il fait la politique, pas pour se mettre au bon de tous, si son pays l'appelle, il va aller travailler avec Sassou. Alors, chers amis, vous voyez que
ces microbes dans la politique congolaise qui se disent des grands politiciens, en réalité, ils ne visent qu'un objectif, aller travailler au Congo, prendre des fonctions, et une fois qu'il est dans des fonctions, il commence à gagner ses millions, il oublie la souffrance de ce peuple qu'il a essayé de manipuler. Alors, évitez de venir accuser la diaspora congolaise, que cette diaspora a échoué, cette diaspora a fait ceci, cette diaspora a fait ça. Mais si cette diaspora a échoué, comme vous le dites, c'est parce que vous êtes les traites. C'est cela la réalité. Vous êtes les traites. Vous nous parlez d'un dialogue avec Sassou Nguesso, vous connaissez les conditions. Les droits de l'homme qu'ils ont évoqués dans la charte de l'Union africaine ou de l'Organisation de l'Unité africaine ne sont jamais respectés. Le dialogue va se faire au Congo-Brazzaville, d'après ce que Nango nous dit. Et il nous dit que ceux qui n'iront pas au Congo, tant pis pour eux, eux, ils iront dialoguer. Et les Polais Makaya qui ont pris le courage d'aller au Congo pour aller affronter, pour aller affronter ce régime criminel, quels sont les résultats aujourd'hui? Ils sont dans les prisons. Certainement, ils vont sortir de là mourir. Ils vont certainement sortir là empoisonnés. Mokoko qui s'est décidé cette fois-ci de mener un challenge à ce régime criminel en étant candidat à l'élection présidentielle. Où en sommes-nous? Les Okombi et ainsi de suite. Même les jeunes activistes, parce que vous voyez que la charte de l'unité de l'organisation de l'Union africaine a parlé de reconnaître, si vous voyez, les droits de la société civile. Nous avons vu ces jeunes de Ragol qui sont des jeunes de la société civile qui n'ont commis aucun crime, ni de délit d'infraction, mais ils se sont retrouvés en maison d'arrêt, torturés, ainsi de suite, chers amis. Le jeune Apanga, qui était un jeune étudiant qui revendique simplement sa bourse, a été torturé aujourd'hui, se retrouve avec un état de santé totalement détruit. Il est quelque part caché. Chers amis. Alors, Evrard Nango, qui vient gaillardement, manque de conviction et de vision politique, et veut nous dire que c'est un homme politique, et lui, il a des projets d'aller construire le Congo, il va faire partie d'un gouvernement avec Denis Christel. Donc, vous voyez que, chers amis, tout ce monde, ils viennent à vous parce qu'ils sont en train de chercher une certaine visibilité, et une fois, leur objectif, c'est d'aller travailler avec le système, le régime. Ces mêmes gens qui étaient déjà partis à la mangeoire, hein, et qui sont aujourd'hui revenus parmi nous dans cette diaspora pour amener cette diversion, cette, on peut dire, contradiction entre nous, mais ce sont des informateurs du système. Et il a été clair, il dit, il n'y a pas question, il est là, il fait la politique, pas pour rester au bon de tout, c'est pour jouer le rôle de Pascal Satimadiala, le rôle de Guy Parfait Kolela, coopérer avec ceux-là qui ont tué nos compatriotes dans le département du Pôle, ceux-là qui ont commis des crimes de guerre, ceux-là qui ont mené des rebelles dans ce pays, et ils parlent d'aller dialoguer avec eux au Congo-Brazzaville. Ces pauvres politiciens, ces microbes, ces girouettes, et ceux qui n'ont aucune moralité, aucun sens, aucune conviction, ne pensent qu'au ventre affamé. Et donc, nous pouvons dire que la catégorie de Evrard Nango, c'est de la pourriture simple de ce système. Et nous, on vous le dit en face, on ne vous cache pas les noms, on vous le dit. Donc, arrêtez de venir à tout moment essayer de vouloir accuser la diaspora, ces jeunes Congolais qui résistent, et à m'interpeller que oui, Bernard Pongui détient des armes au Canada et des groupes militaires pour aller faire le coup d'État à Sassou. Alors, Evrard Nango, on vous le dit, arrêtez avec des commentaires inutiles. Et nous sommes... Personne ne va nous changer la trajectoire. Nous savons que tout dialogue que vous ferez avec Sassou, vous les avez fait déjà une fois. Des dialogues, n'est-ce pas? Quels sont les résultats? La destruction du Congo, le pillage économique de ce pays, l'hécatombe, l'armageddon économique que les gens ont apporté au Congo. Et le Congo se retrouve avec plein des enfants dans des cimetières. Et tout l'argent du Congo se retrouve dans les paradis fiscaux. Nous savons tout ce qui détient l'argent du Congo. Pour nous, il n'y a pas de dialogue avec Sassou. Nous savons, puisque la libération du Congo ne partira jamais de ceux qui sont à l'intérieur. Et nous, on vous le dit en face. On a commencé de le dire depuis un certain temps. Et là, nous sommes en train de vous le dire en face. Il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Et nous travaillons avec ces partenaires de l'Occident, qui n'est pas la France, parce que pour nous, la France est déclassée. La France sera là pour protéger les intérêts de Sassou, les intérêts de la famille de Sassou. Et nous allons aller contre ces intérêts. Evrard Nango qui vous dit... Mais vous savez, la France a beaucoup investi au Congo, et donc la France ne voudrait jamais qu'il y ait une guerre au Congo. Mais cette même France, si elle voulait protéger ses intérêts,
Elle n'était pas donc obligée d'amener la guerre et d'emmener l'Angola au niveau du Congo-Brazzaville pour massacrer le peuple congolais. Si la France voulait protéger ses intérêts, il s'agit de travailler avec le peuple congolais et non un homme, une famille, un clan. C'est cela, chers amis. C'est ce que nous voulons rappeler à Evrard Nango. Un raisonnement d'un homme politique qui manque de maturité, qui manque de vision, qui manque de conviction. On vous le dit. Si Evrard Nango est un homme politique, on vous le dit, alors là, ne perdez pas votre temps, passez à autre chose. Voyez, chers amis. On vous le dit en face, là. Parce que c'est ce qu'il a dit. Hein. Nous étions donc obligés de rentrer un peu, mais nous reviendrons avec un grand décryptage sur ça, en vous apportant des preuves, des vidéos, des sections là où il a mentionné, et tout ce qu'il est en train de dire. Et donc, on vous le dit, chers amis, il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Nous travaillons dans le sens de faire le bon coup d'État qui consiste à sauver le peuple congolais. C'est cela la réalité. Et on vous le dit, on ne cache rien. On vous le dit. Et nous travaillons dans ce domaine. Au Canada, le Canada est un pays de droit. Il n'y a pas de criminels au Canada. Ne cherchez pas à mettre Bernard Pongui dans une catégorie des criminels. Bernard Pongui est reconnu pour ses actions qu'il fait dans le bon sens. Donc il n'est pas un voyou. C'est un homme responsable qui a pensé qu'il est temps de libérer le Congo parce que personne au Congo ne veut continuer à vivre dans cette souffrance, dans ces crimes de guerre qui sont en train de se passer. Et nous savons qu'il y a des crimes de guerre, il faut forcément l'équilibre de forces militaires, le seul moyen de ramener Sassou Nguesso à la table de négociation. Parce que toute négociation que vous irez avec Sassou Nguesso, ça sera une négociation complètement morte. C'est ça la réalité. Vous pouvez réaliser 1000 dialogues. Puisque Nango Evrard a parlé de Obiang Nguema qui a organisé. Mes chers amis, le dialogue avec un despote, ça va aboutir à quoi? Ça va accoucher d'une souris. Vous avez fait accoucher combien de dialogues au Congo? Vous avez fait accoucher combien de souris? Sibiti, le tout dernier dialogue, la conséquence, c'est la destruction complète du département du pôle. Nous avons perdu des neveux dans le département du pôle. Nous avons perdu des belles-sœurs dans le département du pôle. Nous avons enterré tous ces enfants-là avec notre argent, Evrard Nango. On vous le dit. Alors, ça, nous n'accepterons jamais des girouettes qui ont des ventres complètement vides, qui cherchent des postes au Congo. Nous menons cette... On vous le dit, Evrard Nango, et on le dit aussi à Ludovic Mbani et à M. Georges Goma, nous menons ce combat avec zéro vision d'intérêt. Zéro vision d'intérêt. On vous le dit. Nous menons ce combat avec zéro vision d'intérêt. Je veux mourir ici, là où mes enfants se retrouvent, et ces enfants-là auront la possibilité d'aller me laisser au moins une fleur à ma tombe. Ici, là, au Canada. Pas au Congo. On vous le dit. Donc, si vous visez des petits postes parce que vous n'arrivez pas à percer votre chemin en Occident, alors tant pis pour vous. Si vous voulez, allez-y au Congo, alors. Prenez les avions. Evrard Nango qui va aller dialoguer, qui dit que le dialogue se passera au Congo, et que lui, il ira au Congo, ceux qui n'ira pas, tant pis. Prends ton avion, va donc travailler au Congo. Au lieu de chercher d'entraîner la diaspora dans ton bateau de la destruction. On vous le dit, hein, chers amis. Et vous ne verrez pas des Congolais qui vont le dire. Vous venez sur notre terrain pour nous chercher, mais vous allez nous trouver parce que nous n'avons jamais côtoyé le régime. Parce que Evrard Nango a dit qu'il ne connaissait pas Denis Christel, mais malheureusement, le journaliste de la radio de la communauté lui a rappelé un certain nombre de choses et qu'il a reconnu maintenant qu'il avait déjà côtoyé avec Denis Christel. Vous voyez que, chers amis, ce sont des microbes qu'on vous envoie dans la diaspora pour vous distraire. Et vous pensez qu'ils sont avec vous, ils travaillent pour le régime, pour le système. Nous, on le dit, chers amis, nous travaillons pour aller libérer le Congo. La seule façon de libérer le Congo, on l'a dit à Sassou, il démissionne parce qu'il n'a pas pu faire ce que le peuple lui demande. Il a massacré le peuple, il a commis des crimes de guerre, des crimes de génocide. Il ne peut pas continuer à demeurer là. Tous ceux-là qui ont volé leur place dans les prisons, on vous le dit, ce n'est pas dans la liberté. Denis Christel et tous ces gens de régime ont pillé, ont des mains sales, ils ne peuvent plus diriger là. Mais comme ils se sont amassés de l'armement militaire pour se contenir au pouvoir, la seule façon de les ramener à une table de négociation, il faut leur imposer une force militaire. Donc l'équilibre de force militaire. Et nous sommes en train de négocier. C'est-à-dire travailler avec l'Occident que eux, ils sont allés faire garantir ce pouvoir-là, en donnant les biens du Congo, en complotant contre les pays aux alentours du Congo, pour que ces mêmes pays d'Occident puissent leur garantir le pouvoir. Nous aussi, nous allons travailler avec eux.
C'est cela. Nous allons créer le partenariat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi, puisqu'il y avait tellement de trahison au niveau de la France, ils ont fait infiltrer cette même trahison, des infiltrés au niveau du Canada, au niveau de Montréal, par le biais d'un certain nombre de compatriotes. Et on va vous le dire, hein, on va vous le dire au prochain direct, parce que ça sera du direct avec du feu. Ceux-là qui complotent, qui font semblant d'être dans le combat, en réalité, ils ont des parents avec Clément Mwamba, ils ont des amis avec les fils de Sassou, qu'ils ont même aidé à acheter des maisons dans Montréal, vous voyez, chers amis. Et ces gens-là veulent vouloir transformer la convention de la diaspora en une plateforme de distribution des billets revenant du Congo. Et nous avons dit, non, pas question, la diaspora des Congolais du Canada ne sera jamais à vendre tant que Bernard Pongui demeurera dans cette organisation. Et nous sommes clairs, on vous le dit, il n'y aura pas réunion avec ceux-là qui côtoient le système par les biais de famille qu'ils ont, soit avec Mwamba, parce qu'on va nous dire que si vous faites face à un homme qui est allé vous faire épouser une femme, et que vous allez nous dire que vous allez trahir cet homme, ou si vous êtes le coiffeur de fils de Sassou, et que vous recevez à tout le monde de l'argent de ce fils de Sassou, vous allez nous dire que vous allez trahir, vous allez trahir ces hommes. Alors, chers amis, on vous le dit, le prochain direct, on va vous cracher des choses, comme ça vous allez comprendre comment le téléphone de Bernard Pongui avait été volé en mission aux États-Unis avec les amis dans le groupe. Pourquoi ils avaient volé le téléphone de Bernard Pongui? En réalité, on va vous dire toute cette vérité. Ah non, on en a marre de voir ce peuple congolais continuer à mijoter, à bâillonner le peuple congolais. Et pour se montrer qu'ils sont des vrais, en réalité, ils sont là. Ils ne visent que des postes, des soi-disant chefs de parti qui sont devenus des animateurs sur Facebook, des émissions. Alors, chers amis, on vous le dit, nous ne jouerons pas ce petit jeu. Nous sommes là pour vous dire la vérité et on vous dira toujours la vérité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Mais en tout cas, monsieur Evrard Nango, préparez-vous à recevoir ma réponse directe. Et ça sera une réponse directe par rapport à vos propres propos. Et nous sommes là. Si vous êtes venu avec ces propos, alors c'est parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont vous apporter la contradiction. Et on va vous démontrer pourquoi nous apportons la contradiction. En ce qui concerne la stabilité du Congo, si la France veut garantir ses intérêts, il s'agit de faire les business avec le peuple congolais et non la famille de Sassou qui est en train de massacrer le Congolais, de voler l'économie du Congo et que nous, en tant que fils de ce Congo, on ne va pas se mettre là assis et regarder qu'une poignée de compatriotes se mettent à détruire notre pays. Et nous, on va le dire, on se battra jusqu'à notre dernier goutte de sang. On vous le dit, vous croyez que ce monde est à vous, vous qui avez des oreilles calfatées, réveillez-vous, parce que nous, enfants noirs, nous ne serons plus là à vous regarder, à faire ce que vous êtes en train de faire. Et nous aussi, nous travaillons avec l'Occident. Cette fois-ci, nous sommes clairs, nous travaillons avec l'Occident anglophone pour emmener le changement au Congo. Et on vous dit, Dieu seul sait ce qui pourra arriver. Que Dieu nous garde et Dieu nous bénisse. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Rendez-vous certainement au cours de la semaine ou le dimanche prochain pour une réponse directe à M. Ludovic Mbani, à M. Georges Goma et à M. Evrard Nango. Merci. Au revoir.